Alors, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur un sujet qui doit vous tenir à cœur, qui est la levée de fonds en amorçage, avec du coup Aurélien Onimus que nous voyons devant nous. Aurélien, ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être tu peux te présenter ton expérience personnelle, qui es-tu déjà personnellement, et ton expérience aussi, peut-être ce que tu as fait avant de monter ton entreprise, et après de présenter ton entreprise. Et voilà. Très cool, ok. Donc bonjour à tous, moi c'est Aurélien Onimus. Alors pour commencer, je dirais, premier truc, c'est sans surprise, je suis passionné de blockchain et crypto. Donc en fait, alors moi j'ai écrit plusieurs bouquins sur la blockchain et les cryptos et ça fait 5 ans que je m'intéresse à l'industrie. Et entre-temps, en fait, je suis passé entre ces phases d'écriture de bouquins, je suis passé par une aventure entrepreneuriale précédente qui est que j'ai monté une boîte de conseil pour les startups et PME qui souhaitaient innover. Pendant 3 ans, j'ai fait ça, donc de l'accompagnement de startups majoritairement sur des versants produits et projets. Et donc, en fait, clairement, la combinaison avec la blockchain devenait de plus en plus évidente. Et donc, j'ai accompagné de façon croissante des boîtes qui faisaient de la blockchain. Et petit à petit, en fait, pendant que j'accompagnais ces boîtes, a émergé l'idée ou est née l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement avec la blockchain. Et c'est entre autres le dernier bouquin que j'avais sorti, Blockchain et immobilier, qui m'avait pas mal questionné sur le secteur. Et donc, il y avait une idée qui avait émergé. Donc, c'était, je crois, c'était fin 2020. Et elle a un petit peu resté dans les cartons parce que justement, je faisais du conseil, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, voilà. Du coup, ça, on reviendra peut-être sur le sujet, Mathieu. Bon, tu me diras. Mais bref, du coup, c'est un petit peu comme ça que ça s'est déroulé, une idée dans les cartons. Et finalement, fin 2021, donc bien un an après, j'ai décidé de faire de ce projet une réalité. Et donc, j'ai un petit peu eu une vie comme on dit, slasher pendant quelques mois. Et finalement, j'ai choisi de basculer full-time sur ce projet depuis, là, ça fait un peu plus d'un mois. Et donc, le projet, concrètement, de quoi s'agit-il? En fait, moi, je porte une conviction, c'est que ce soit avec de la blockchain ou autre chose, tous les actifs qui existent dans le monde auront un équivalent digital. Et inversement, tous les actifs digitaux auront probablement un équivalent physique, ou tout du moins un certain ou un certain nombre. Ok. Donc, Est-ce l'idée, que tu en peux, fait, oui. est-ce que tu peux juste définir actif, peut-être? Ouais, un actif, en fait, c'est vraiment tout type d'éléments concrets. Typiquement, même un stylo, c'est un actif. De Ok. l'immobilier, c'est un actif. Une crypto-monnaie, c'est aussi un actif. Une voiture, etc. Enfin, il y a vraiment voilà, plusieurs. En fait, c'est finalement tous les biens matériels et immatériels qui nous entourent. Ok. Et en fait, la conviction que je porte, effectivement, c'est que, notamment par la blockchain, aujourd'hui, on arrive à créer une identité unique d'un objet, d'un actif, justement, en question. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est que plein de boîtes vont se lancer, vont justement créer ces identités ou tout du moins créer un équivalent numérique unique. Et Ok. l'idée, en fait, avec Synapse, donc là, vraiment, je décris la vision. Après, évidemment, je vais aller plus précisément dans le produit. Ouais. L'idée avec Synapse, c'est de dire que il y a un véritable enjeu dans la représentation sociale de ces actifs. En fait, on a vu qu'il y avait une corrélation directe, notamment pour les gens qui investissaient en crypto-monnaie, entre le fait d'investir et Mhm. appartenir à une classe sociale ou à une communauté X ou Y. Ok. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à explorer. On a interrogé vraiment énormément de personnes, une trentaine de personnes, des interviews de 30 à 45 minutes, des trucs quantitatifs, enfin bref, toutes les techniques marketing et lean startup et design thinking qu'on peut connaître. Et finalement, on est allé vers un truc, on s'est dit, en fait, on va faire un truc, c'est que certes, notre vision de demain, c'est les actifs en général, mais on va rentrer par la crypto parce que aujourd'hui, on veut rendre la crypto tangible. Et c'est l'actif aussi qui est finalement le plus intangible au monde. C'est-à-dire, finalement, la majorité des personnes ne comprennent pas ce que c'est la crypto. Ouais. Et nous, en fait, Synapse, c'est très simple. Le but, c'est de créer une plateforme qui permet d'agréger ces différents investissements qu'on fait sur différentes plateformes au sein Ok. d'une seule et même interface. Et quand on agrège ces données, nous, en fait, on raconte une histoire, on veut les rendre tangibles de façon très simple. Votre portefeuille, ça devient une ville, en fait. Et chaque actif que vous détenez, chaque crypto que vous détenez, ça devient un bâtiment. Donc, vous avez votre bâtiment Bitcoin, votre bâtiment Ether, etc., etc. Et cette ville, en fait, va devenir un support de partage social et d'interaction de jeu. Et donc, simplement, on prend des données réelles, tangibles de l'investissement, on le représente sous la forme de jeu. Et grâce à ça, des investisseurs pourront suivre des positions, défier des personnes, rejoindre des communautés, etc. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment exhaustif, mais Ouais, voilà. donc tu as créé un peu le Sims de la crypto et de l'investissement, quoi, si Exactement. je comprends bien. Ok, très bien, très C'est clair. exactement la vision. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, comme je te disais, c'est vraiment crypto point numéro un. Et le rêve, en fait, nous, notre vision moyen terme, idéalement, peut-être long terme, ce serait de devenir un petit peu une plateforme plug and play, c'est-à-dire on vient voir toutes ces plateformes qui ont probablement
tokeniser de l'immobilier ou représenter de l'immobilier via de la blockchain. Et on leur Ouais. dit, voilà, vous voulez vous différencier de la concurrence, nous, on a une couche de gamification et de sociabilisation que personne d'autre n'a en fait sur le marché. Voilà. Ok, très bien, très clair. Et donc là, aujourd'hui, peut-être pour contextualiser ton entreprise, tu en es à où? Combien de salariés? Est-ce que tu es seul dans l'entreprise? Est-ce que tu dis on? Est-ce que tu es Ouais, seul du coup à monter le tout à fait. projet? Alors, j'ai été seul longtemps. J'ai été seul longtemps. Alors, on a souvent le mythe du gars qui va voir ses anciens potes de promo et qui monte une boîte en 15 jours. Ouais, Mais en vrai, c'est pas du tout ça. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. C'est pas ce que j'ai vécu du tout. Donc, c'est une idée que j'ai portée beaucoup seul. J'ai été ensuite, je me suis entouré un peu de personnes. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a deux personnes auprès de qui je me suis entouré. C'était mes anciens maîtres de stage. ok, Et ça paraît improbable, mais en fait, c'est des gens avec qui j'ai gardé une relation, etc. Ça a bien matché. Des gens avec qui je m'entends super bien aujourd'hui, et on s'est toujours bien entendu. Bref, et avec ces gens-là qui étaient donc déjà dans la tech, etc., hein, on a commencé à construire, à réfléchir à des choses. Et il y a l'un d'eux, entre autres, bah, qui aujourd'hui est associé dans le projet. ok, Donc ça, c'est cool. Ça a été une première brique décisive dans la construction de l'équipe. Et en fait, on avait un gros sujet majeur, c'est que pendant des mois, j'ai développé à l'aide d'un développeur junior qui est comme ça d'ailleurs, hein, s'il voit ce webinaire, voilà, bref, qu'il le voit, quoi, big up. qui s'est vraiment cassé les dents sur des prototypes. On a fait vraiment, et puis voilà, vu qu'il était junior, ben, je pense qu'il galérait bien, mais maintenant, on sent qu'il a level up déjà depuis 5 ou 6 mois, quoi. Ok, Et en fait, très vite, on a eu un problème sur l'équipe, c'est qu'on s'est dit purée, mais il manque un technicien, il manque un gars qui a vraiment l'expérience tech. Même si ce junior dev est super motivé, etc., ben, en fait, il n'a qu'une expérience qui est de moins d'un an et on ne peut pas le valoriser auprès de VC, auprès d'investisseurs. Très vite, on est bloqué. Et mhm, donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et donc, on a cherché pendant des mois. J'ai trouvé une personne qui, ben, je pense, fera l'affaire. Donc, c'est en cours de finalisation, on va dire. Mais ok, donc, il y a une personne avec qui j'ai bossé pendant qui a bossé pendant 10 ans dans le software. On a bossé ensemble pendant un an sur un projet blockchain qui faisait lui en side project. Et donc, voilà. Donc, dans l'équipe, en fait, là, on est en gros trois associés. Il y a un quatrième associé qui va me border qui lui, on s'y attendait pas. C'est un gars qui va occuper une casquette de CMO. Profil ok. extrêmement atypique, hein, pour la faire courte. À 11 ans, il a monté sa première boîte. Ah oui, trop bien. Voilà, il a 17 ans aujourd'hui. Il est CEO d'une boîte de 30 personnes. Et c'est un monstre en Discord, enfin, c'est improbable. Donc, et c'est quelqu'un qui est super intéressant. Donc, on risque de faire la pyramide des âges dans l'équipe. Ça a été le running gag d'ailleurs, parce qu'en gros, le plus jeune, il a 17 et le plus âgé, il a 49. Donc voilà, c'est trop drôle, mais franchement, du coup, on kiffe bien. Et donc voilà, quatre personnes, un junior dev et Ok, ponctuellement des personnes. J'ai un advisor qui est en ce moment au Y Combinator, donc costaud, qui est très très bon en tech, notamment en Web3, etc. ok, Et ensuite, on a ponctuellement un DA designer UX et un game designer. Mais là, c'est plus des missions ponctuelles. Le cœur de l'équipe, je te l'ai freelance, décrit etc. précédemment, quoi. Voilà. Ok, très clair. Et donc là, actuellement, du coup, pour revenir un peu au sujet du Bien sûr. webinaire aussi, qui est la levée de fonds, tu viens de finaliser une levée de fonds. Euh, Tu peux en dire quelques mots, pas vraiment rentrer en détail, parce qu'on va rentrer après, mais juste dire un peu la situation dans laquelle tu es. Ouais, Voilà, alors très honnêtement, je considère qu'elle n'est pas encore finalisée, pour être très ok, franc. En ok, fait, on a un objectif, nous, c'est d'atteindre 200 000 euros en précide. ok, D'accord? Et en fait, on a fait une première phase qui était de bloquer 50 000 euros. Et ça, on l'a fait en un mois, en mars, on l'a fait. ok, Et en fait, à l'époque, donc c'est ce que je disais, c'est que j'étais un peu slasher. Donc en fait, on a bloqué ces sous. On a commencé à faire des devs en parallèle, sauf que j'avais ma boîte d'accompagnement à côté. Bref, on a mis du temps. En fait, on a mis du temps entre le moment où on a levé, vraiment le moment où ben, moi j'ai mis 100% de mes ressources dessus, etc. Et donc ça a quand même permis, en fait, mine de rien, ce délai a été très intéressant pour avoir déjà une première base de trésor qui a permis en ouais, fait d'itérer et de faire plein de tests. ok, Ce qui aurait été plus difficile, notamment pour moi, parce que j'avais d'autres activités, j'aurais clairement pu le faire techniquement, mais le temps, enfin voilà, c'est la règle ouais, numéro un, le temps, c'est sacré, quoi. Donc, j'aurais pas pu faire ça et le conseil, c'était impossible. Et donc, c'est pour ça que ça a été très intéressant. Et là, on réenclenche une deuxième phase. ok, Et le but, c'est de clôturer 200 000 d'ici fin d'année. Donc, on n'est pas forcément super ambitieux sur le montant de la levée parce que c'est pas très important. ouais, Nous, ce qu'on veut à ce stade, c'est plus avoir suffisamment pour trouver le product market fit, itérer à bloc sur le produit, en fait. Et donc, clairement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui, on a repris, on a eu 10 000 euros là, il y a une semaine en investissement supplémentaire. Et là, ok, maintenant, on cherche plus des business angels vraiment focus Web3 crypto et des VC aussi, parce que mine de rien, le VC, c'est très dur de l'avoir en précide. Mais si on l'a en précide, c'est une expertise énorme pour la suite du complètement. projet, quoi. Donc, c'est un peu Ouais. l'approche, quoi. Ok, très clair.
Alors, j'en profite de ce petit temps. Là, on a passé une petite dizaine de minutes à te présenter. Comme ça pose le contexte. Tout le monde sait l'actualité de ton entreprise, etc. Donc, Bien sûr. où est-ce que tu en es actuellement? J'en profite pour dire à toutes les personnes qui sont présentes sur le webinaire de poser vos questions dans la partie Q&A. On va y répondre. On va avoir 15-20 minutes à la fin pour y répondre. On va avoir une discussion avec vous. C'est un peu aussi le principe de ça. Là, on va voir la partie globale, on va dire, de la levée de fonds. Le but, c'est que derrière, vous puissiez poser vos questions par rapport à votre entreprise aussi, qu'on essaie d'y répondre au maximum, même si, bien sûr, Aurélien n'a pas réponse à tout. Au moins, il aura une expérience et il pourra vous donner un peu des tips là-dessus. Rapidement, juste de mon côté, moi, pour que tout le monde me connaisse aussi, je m'appelle Mathieu Henry. Je travaille à Seed Legals depuis, du coup, 1 an. Seed Legals, pour rappel, donc c'est une petite plateforme qui permet de digitaliser la partie juridique et toutes les opérations qui concernent le capital, donc la levée de fonds et l'intéressement de salariés et advisors au capital. Et donc, je suis depuis 1 an, du coup, stratégique account manager dans cette entreprise-là. Donc, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'entreprises depuis 1 an. Donc, voilà pour ma petite présentation. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, le sujet, c'est comment lever des fonds en phase d'amorçage, qui est ta situation, Aurélien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton retour d'expérience? Le but, c'est de démocratiser, bien sûr, cette pratique, de ne pas en faire, bien sûr, une obligation. C'est pas quelque chose qui est obligatoire quand on monte une startup. Il y a des gens qui font du bootstrapping, ça marche très, très bien. Mais c'est quelque chose, c'est en fait de comprendre à quel moment et dans quelle situation c'est une solution qui est intéressante dans le cadre d'un lancement de startup, finalement. Donc ça, c'est le sujet qu'on va établir aujourd'hui. On va avoir quatre grandes étapes, on va dire, qui est la première étape, c'est quoi les étapes de je prends la décision de lever des fonds, quelle est la situation en amont de ça. La deuxième qui est une fois que j'ai pris la décision de lever, c'est quoi les étapes de l'organisation, le pitch deck, toutes ces choses-là, la rentrée en contact avec des investisseurs. Le troisième point qu'on va voir, c'est quoi les discussions avec les investisseurs, comment ça peut se passer. Et le quatrième point, c'est comment on finalise tout ça et c'est quoi les étapes d'après. Aurélien, je te propose qu'on commence directement du coup sur la première partie. Moi, la question qui me vient comme ça directement, c'est, je rencontre pas mal d'entrepreneurs et à chaque fois, j'ai des questions qui reviennent souvent. Voilà, moi j'ai ma startup, je suis en phase d'itération justement, je suis en train de tester le marché, etc. Quand est-ce que je laisse des fonds? Toi, c'est dans ton côté, enfin, sur ton entreprise, quand est-ce que tu t'es dit, OK, je vais commencer à lever des fonds? Alors, c'est une super question très intéressante. En C'est hyper fait, large. elle est, elle n'est pas évidente. Je pourrais pas, et donc tu l'as dit précédemment, je pourrais pas donner une réponse universelle pour tous. Par contre, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'avant tout, c'est une question d'état d'esprit de l'entrepreneur. En fait, il y a deux sujets. Il y a l'état d'esprit de l'entrepreneur et le secteur marché, entre parenthèses. C'est-à-dire que demain, vous faites une boîte B2B, software, en fait, la question de la levée, elle est légitime, mais on peut aussi se dire finalement, est-ce qu'on peut pas la tenter seul? On chope 3 clients, on a un revenu récurrent et c'est fini. C'est un vrai sujet. Nous, ce qu'on a fait, on a surtout réfléchi en termes de marché et en termes de. En fait, finalement, moi, je trouve que j'ai un peu l'état d'esprit du mec qui bootstrap, très franchement, mais j'ai Ouais, levé quand même. En fait, parce que on a un marché B2C, nous. Peut-être B2B2C plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est du B2C. Donc, c'est mass market. Donc, ça nécessite en fait d'être à la fois très rapide dans les itérations, à la fois très agile sur les retours utilisateurs, ouais, et en même temps d'avoir très vite un levier potentiel futur stratégique où on dit bon ben voilà, on a eu X milliers d'utilisateurs parce que ben, justement des premiers fonds nous ont aidés soit à marketer, soit à itérer sur le produit. Et du coup, maintenant, on peut aller voir des plus gros fonds, etc., pour aller chercher plus loin et se développer plus rapidement. En fait, le choix numéro 1 qui a été celui qu'on a fait, c'est mass market, clairement, parce que nous, c'est mass market, en fait. Et c'est notre état d'esprit. Et donc, comme je te disais, moi, j'ai un peu état d'esprit bootstrapper parce que même si j'ai levé, on fait hyper gaffe au cash burn, mais vraiment, ouais, vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis très, très économe et c'est vraiment un truc où, en fait, il faut faire gaffe. C'est-à-dire, lever des fonds, ouais. c'est pas faire du chiffre. Lever des fonds, c'est juste, vous avez la confiance d'investisseur, ok, vous avez une contrepartie qui est votre capital sur une valeur future, etc. Il n'empêche que il faut être très très économe et en fait on essaie d'avoir très très vite la vision de ok, comment on va faire du chiffre.
Donc, en fait, moi, j'essaye un petit peu pas de casser cette vision, mais souvent, on oppose les bootstrappers et les leveurs de fonds. Ouais, On caricature à mort. En gros, on dit le mec qui lève des fonds, c'est un gars qui crame, il veut juste profiter d'un marché, encaisser son chèque, prendre son gros salaire, et après, si ça banqueroute, ben, c'est pas grave. Ben, en fait, non, c'est pas juste ça, un mec qui lève des fonds. Euh, Beaucoup simplifient la démarche parce que c'est pas du tout évident de lever des fonds. C'est pas ouais, juste, je vais voir un VC qui investit X millions, il va me mettre un ticket. Non, non. Les process sont très lourds, très costauds. Pour avoir échangé avec plein de VC, c'est pas dur, mais c'est un vrai challenge entrepreneurial, quoi. ouais, Et faire ça, ça n'oppose pas au fait de bootstrapper, chercher un produit qui répond à un besoin. ouais, Ça, complètement. déjà, c'est pour un peu, tu vois, démystifier. Enfin, souvent, on oppose, ça m'énerve un peu, quoi. C'est un peu ma Non, position. non, mais justement, moi aussi, ça m'énerve et j'en parle beaucoup sur LinkedIn de ça à chaque fois il y a un moment donné avec tout ce qui était, j'ai perdu le nom, mais des entreprises qui bootstrappaient et qui se vantaient de bootstrapper contre les entreprises qui levaient des fonds sur LinkedIn. J'étais là en mode, en fait, ça dépend pas du tout du fait de je veux bootstrapper, je vais réussir, ou je vais lever des fonds, je vais réussir. Pour moi, c'est un environnement global, il faut prendre en compte pas mal de paramètres, du style, Mm. comme tu disais, le marché. Tout simplement, bah, s'il y a des concurrents qui sont en train de lever des fonds, ils vont peut-être aller plus rapidement sur le marché. Et en plus, si tu es en B2C, bah, il va peut-être falloir aussi lever, sinon tu vas te faire manger, tout Bah simplement. ouais. Donc ça, c'est la loi du marché, hein, tout simplement. Donc il y a la prise en compte de ce marché-là et de l'environnement qui entoure ton entreprise. Il y a aussi l'ambition de l'entrepreneur. Moi, je vois des personnes des fois qui sont en call avec moi et qui me disent, voilà, je veux pas non plus devenir la prochaine licorne. Bah oui, mais si tu lèves des fonds, en tout cas, si tu as volonté à faire plusieurs levées de fonds, c'est pour potentiellement devenir une licorne plus tard. Donc, c'est simplement ton ambition. Est-ce que tu veux devenir la prochaine licorne qui va aller chercher le marché européen et le marché mondial? Ou alors, est-ce que tu veux rester en France, faire ton petit bonhomme de chemin et être spécialisé dans Ouais. un truc très précis? Donc, c'est vraiment de la stratégie aussi et de l'ambition des entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, manière de faire, j'ai envie de dire. C'est Mm. plus, voilà, il faut prendre en compte vraiment tout l'environnement, voir c'est quoi ton ambition, où est-ce que tu veux aller, et est-ce que les levées de fonds vont te permettre d'aller plus vite ou pas. C'est simplement ça. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout que quand tu lèves des fonds, tu as des investisseurs qui rentrent dans ton Bah entreprise. oui. C'est des investisseurs, des fois, qui vont avoir des compétences que tu n'as pas forcément, qui vont te permettre Exactement. d'accélérer. Ça, on en parlera après, ça va être le sujet Ok. d'après, mais et voilà. Donc, pour revenir juste sur l'étape, on va dire, OK, je décide de lever des fonds. Est-ce que tu as des idées, enfin des exemples de KPI, par exemple, que tu as utilisé en te disant, OK, je vois que par exemple sur mon marché, j'ai tant. Donc là, tu me parlais de mass market, ça a été Ouais. un gros KPI. Par exemple, tu te dis, je dois aller chercher tant de personnes, donc lever des fonds, ça va me permettre d'aller chercher ces personnes-là. Ouais, bah en fait, Ouais. en gros, nous on a un objectif. En gros, nous, on espère atteindre. Donc là, je le dis, j'espère que quand on verra ce webinaire dans 2 mois, on y arrive. Mais en gros, on aimerait bien avoir une première communauté de plusieurs milliers d'utilisateurs, sur Discord notamment, OK. et atteindre idéalement les 1000 sign-up. Donc, tu vois, c'est un petit peu le focus qu'on se donne pour se dire, bon, là, ça commence à être intéressant. Et donc, moi, si tu veux, en gros, pour être simple, quand je suis allé voir des investisseurs, comment je les ai convaincus, on a évidemment construit un business model, un business plan, etc., avec D'accord. des variables, mais j'ai pas du tout été excessif dans le modèle financier. En fait, on voit aujourd'hui, par exemple, tu vois les Bored Ape Yacht Club, là, les BAYC, par exemple, qui ont levé je sais pas combien de millions, et il y a plein de Mhm. startups, malheureusement, notamment dans l'écosystème Web3, qui se comparent à des boîtes comme ça, alors que ça n'a. Enfin, bref, c'est incomparable, quoi. Et donc, du coup, dans leur modèle financier, ils font des prévisions similaires, hein, mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout été très gourmand sur le marché. Typiquement, tu vois des seeds aujourd'hui en Web3, donc des seeds en Web3 qui font du Ouais. 10 millions en seed ou du 40 millions en seed. Je les ai vus en seed. Alors que nous, on est là, on dit, bah, OK, notre objectif d'ici 24 mois, c'est de faire une levée. Allez, on va essayer de lever 1 million pour 20% de la boîte, quoi. Et donc, c'est pas du tout ambitieux, c'est pas démentiel. Mais en fait, nous, c'est justement ce qu'on a vendu à la boîte. On a dit, mais attendez, nous, on sait ce qu'on construit. Si on fait mieux, ben, tout bénef pour vous, en fait. Et si on fait moins bien, ben, écoutez, ce sera un peu difficile de faire moins bien, quoi. Je veux dire, donc c'est Ouais. un petit peu ce qu'on a vendu. Donc, on a vraiment vu tout. Et nous, notre business model, par exemple, il est basé sur en l'occurrence aujourd'hui, parce que justement, quand on est en pré-site comme ça, on est quand même à la recherche du business model. Donc, on a des idées de business model. OK. Moi, alors, c'est moi ma conviction en tant que fondateur. J'étais extrêmement transparent avec tous les investisseurs et tous les prospects que j'avais sur Ouais. le fait que le business model était hypothétique, sur le fait que, bah, en fait, on a des hypothèses aujourd'hui, mais même techniques qu'on n'a pas encore validées. Mais en fait, ça fait partie du principe. Donc, en fait, généralement, moi, j'ai eu des surprises, typiquement. Donc, ça va peut-être t'intéresser, mais j'ai des gens euh, qui ont investi en 20 minutes OK. sur la base d'une discussion, même pas de slide. J'en ai d'autres qui m'ont fait galérer des mois. J'attends OK. encore le ticket et qui m'ont dit oui. Donc, en OK. fait,
Ça dépend vachement, c'est hyper dur en fait. Il y a un vrai sujet de ciblage de qui est ton bon investisseur. Et tant que Ouais, tu n'as pas exploré un peu les différents profils qui peuvent s'offrir à toi, ben, en fait, tu ne sais pas. Donc ça, c'est un sujet. Et j'ai juste un petit truc, alors un petit laïus, parce que c'est spécifique au Web3, Mathieu, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. Mais c'est non, en gros, c'est très spécifique parce que nous, se poser une autre question, en dehors du bootstrap et de la levée BSAR, on se posait clairement la question de est-ce qu'on va pas faire une crypto? Et ok, donc, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, l'initial coin offering ou le fait de créer des NFT, des ICO ou des NFT, en fait, c'est un moyen de lever des fonds, clairement. En fait, c'est ouais, déguisé, mais c'est un moyen de lever des fonds. Tu montres une vision sur 30 pages, tu dis on va changer le monde, et puis il y a des gens qui mettent des millions. Je caricature, mais c'est vraiment ce qui se passe majoritairement sur le marché. Et nous, on s'est posé la question parce que ça pouvait être pertinent. mhm, Et on a pris une décision, on s'est dit, non, en fait, le cœur de notre business, est-ce qu'il marche sans blockchain? La réponse était oui. Et donc, on s'est dit, OK, on va build un truc sur le Web 2, donc classique. Et si demain, les users veulent un truc Web 3 où ils sont récompensés pour leur performance en trading, etc., on le fera. Mais donc, le step, c'est de dire, on trouve la fanbase, on n'appuie pas notre traction sur de la spéculation, parce qu'on veut une adhésion à la valeur intrinsèque du produit. Et ok. si demain, c'est OK, là, on peut leverage et on peut dire, voilà, ben, s'il y a attrait, s'il y a une volonté, s'ils y voient de la valeur, on crée de la crypto. Tous les early adopters, ils auront un avantage, évidemment. Et là, du coup, on passe en Web3. Voilà. Ok, mais c'est hyper intéressant parce que ça revient à ce qu'on se disait juste avant, la stratégie un peu justement pour lever. Là, Ouais, tu dis que tu avais deux chemins, en gros, trois chemins, si je peux résumer comme exactement. ça. La levée de fonds classique, l'ICO, etc. Et dans la stratégie que tu t'es mis en place, tu t'es dit, je vais choisir le chemin du BSR, en l'occurrence, on en parlera peut-être après, Exactement. mais qui a un mécanisme de levée euh, pour les raisons que tu viens de donner. Donc, c'est là, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, qui est, il faut avoir une stratégie bien définie dans sa tête et Mm. chaque mécanisme de lever ou de ne pas lever, bootstrapping aussi, sont un moyen d'arriver à ces objectifs. Si les objectifs sont de toucher des millions de personnes et de lever des millions de personnes rapidement, eh ben, il aurait peut-être fallu faire une ICO. Mais en Ouais, l'occurrence, c'est pas ce que tu as choisi. tout à Donc, tu as fait. choisi une autre stratégie. Donc, voilà, c'est là où c'est hyper important, ça. Il y a un truc que tu disais juste avant qui est hyper intéressant aussi, c'est tu dis que tu es actuellement encore en recherche de business model et que tu Ouais. l'as explicitement dit aux investisseurs. Il y a une des questions aussi qui revient souvent, c'est mais est-ce qu'il me faut du chiffre d'affaires? Est-ce que je dois avoir mon business model qui est hyper défini pour commencer à vouloir aller discuter avec des investisseurs? Toi, la Alors, réponse, c'est non, si je comprends ben, bien. en fait, pour moi, la réponse, c'est non. Encore une fois, ça dépend vachement du business. Mais pour moi, la réponse, c'est non. Sur un produit, en plus, comme le nôtre, qui est très social et orienté gamification, on sait que le revenu, on ne va pas l'avoir demain matin, en fait. Et donc, nous, c'est le pari, en fait. Et puis, tous les investisseurs le savent, c'est que c'est pour moi, honnêtement, le projet qu'on fait, j'appelle ça un peu un projet de gros bourrin, mais je le dis en rigolant, enfin vraiment, parce que c'est-à-dire c'est mass market, c'est soit on prend tout, soit on se mange en plâtrage, quoi. En fait, on Ouais, le sait, et dès lors qu'en fait on le formule et on sait qu'en fait, on le dit aux investisseurs, il va juste avoir des investisseurs qui vont dire non, moi je préfère un truc plus sûr, qui est du software B2B ouais, ou c'est du MRR récurrent, et d'autres qui vont dire putain, j'aime le risque. Moi, par exemple, il y en a un qui m'a dit, tu sais Aurélien, moi j'aime jouer, et avec toi je vais jouer. Tu vois? Et donc, en fait, ok, OK. Genre, ils le prennent comme du jeu. Donc, en plus, c'est très bien parce que ça va vachement avec la mentalité de notre boîte qui est justement de gamifier l'investissement. Donc, ouais, bref, tu vois, donc il y a des matchs parfois improbables. Et donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais que ça dépend beaucoup du type de business, quoi. ok, ouais. Et ça, c'est un truc qu'on va revenir après justement sur la relation avec les investisseurs, mais on voit que du coup, il faut essayer de cibler aussi des investisseurs qui correspondent un peu à Ouais. cette boîte, quoi. Mais ça va être le sujet d'après. Mais ok, donc pour cette première partie, pour résumer, en gros, si je pose la question, c'est quand le bon moment pour lever? Il n'y a pas forcément de bon moment du coup. C'est en fonction de ta situation, de ta stratégie, etc. Et ça, c'est un truc qu'il faut réfléchir en interne. Alors, c'est mieux si tu es deux. Toi, tu l'as un peu près réfléchi tout seul. Alors, non, j'ai été un peu aiguille, évidemment, parce qu'il y avait la personne dont j'ai parlé, maintenant qui est cofondeur, qui avait monté une startup avant, etc. Donc, ça, je l'avais réfléchi. Mais en fait, c'était aussi ce truc aussi de chercher des premiers invests, c'était aussi un moyen de confronter l'idée Oui, à des gens qui ont un cerveau business, qui ont déjà un business, voire plusieurs, ou qui sont dans des hauts postes, dans des grosses boîtes. Et donc, c'est ouais, intéressant parce que faire ça aussi, on l'a fait aussi pour un peu avoir un feedback, ce que les gens en pensent. Et on a eu des profils très diversifiés, des gens très crypto Web3 et des gens qui comprennent rien à la blockchain et crypto qu'on a réussi à convaincre, quoi. Donc, trop bien. voilà. Ok, nickel. Euh, on passe au second sujet qui est du coup, je prends la décision de lever des fonds. C'est bon, Ouais. je me suis levé un matin, je me dis, je vais lever des fonds. C'est quoi les étapes à partir de ce moment-là?
C'est quoi les Ah, documents? Donc, tu en as parlé un peu en amont, BP, pitch deck, etc. ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu t'es dit, voilà, il y a une charge de travail qui est immense, ou alors tu avais déjà un peu commencé en amont? Enfin, c'est quoi ces petites étapes-là qui, quand tu te lèves et que tu te dis, je vais lever des fonds? Alors, ça, c'est ma vision déformée de gens qui ont accompagné, de personnes qui ont accompagné des startups. Mais pour moi, la base, le truc numéro un, c'est le pitch deck. Mais vraiment. En fait, finalement, aujourd'hui, j'ai pas, de tous les tickets que j'ai eu, il n'y en a aucun qui a levé grâce au business plan. Clairement. Ok. En Alors, fait, ils ont juste vu le modèle financier qui tournait, Excel, mais il n'y a pas eu de document de 50 pages. Enfin, je l'ai le document, mais il a jamais servi à convaincre un investisseur. C'était du bonus et il n'a jamais lu, quoi. Personne ne l'a on a, lu. on a tendance à dire que le BP, c'est aussi pour les banquiers, finalement. Exactement. Et Alors plus que le pour les pitch deck est banquiers plus pour les investisseurs. et voire VC aussi, hein. Ah Donc, ouais? Ok. ouais, ouais, enfin, bon, en tout cas, moi, les VC que j'ai rencontrés, ils aiment bien le BP. Mais bref, Ok. donc du coup, en tout cas, c'est clair que le numéro un, ça reste le pitch. Nous, le pitch, honnêtement, on a un fichier, il y a écrit pitch deck version 9, mais dans la vérité, je pense qu'on a fait 50 versions du pitch, mais Ok. vraiment. Et des versions, pas juste on a changé 3 virgules, c'est vraiment, il y a un gros, gros, gros travail et aujourd'hui, on n'est pas encore satisfait à 100%. Pour te dire, on l'a bossé, mais on n'est pas encore satisfait. Il y a un énorme travail sur le problème adressé. Ok. Énorme, 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 énorme. C'est quoi, si tu peux définir un pitch deck, peut-être pour les personnes qui regardent, peut-être qui se disent, OK, je vais lever des fonds, c'est quoi un pitch deck? C'est quoi Ben, un pitch les deck, étapes? c'est un document de présentation très exhaustif, donc sur un diapo qui tient, qui permet de présenter la boîte sur différents versants en 10 minutes, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, OK. tu as différents versants. Tu as c'est quoi le problème que la boîte adresse, c'est quoi la solution que vous apportez, comment elle se matérialise physiquement ou d'un point de vue digital, quoi. OK. C'est quoi le marché, comment techniquement vous allez y arriver, c'est quoi qui vous différencie de la concurrence, le modèle financier, l'équipe et combien vous cherchez. En gros, hein. J'étais très bref, mais voilà, quoi. Et là, C'est j'ai à peu oublié. près ça. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Et un des points, du pitch deck qui est ultra important, en tout cas, moi, c'est plusieurs investisseurs qui me l'ont dit aussi, c'est l'équipe. Ouais, Parce que tu investis dans une équipe, tu investis dans un projet bien sûr, mais il faut que l'équipe puisse monter ce projet-là. Donc c'est là où généralement, moi quand je regarde des pitch decks aussi que je reçois, il y a forcément des fois des personnes qui mettent un peu à l'écart l'équipe parce que soit ils sont solo entrepreneurs et ils veulent pas. Mais là, il faut au moins prouver qu'on a des compétences qui sont nécessaires au développement du projet et qu'on a aussi potentiellement des personnes qui vont apporter des compétences qu'on n'a pas. Et donc ça, c'est aussi important de les mettre dans ce pitch deck-là pour dire que voilà, je suis pas seul non plus. Donc toi, à l'époque, tu avais peut-être mis justement la personne qui a rejoint actuellement et ce genre de choses, quoi. ben, j'ai un truc là-dessus qui est intéressant. Moi, j'ai été en contact avec un VC depuis quelques mois. Ça Ok. fait depuis fin 2021, donc au début, quand on avait un tout premier pitch deck, etc. Et on a eu deux échanges avec eux. Et on a été refusé deux fois. Donc c'était décembre et juin, non, et avril, pardon. Ok. On a été refusé deux fois. Et la raison numéro un, c'était quoi? Quelle est l'équipe d'exécution? On disait, on a un prestataire. Bah non, il n'est pas intégré dans l'équipe. C'est un prestat. Demain, il s'en va. C'est fini. Ok, ben ouais. Ben ça, ça, par exemple, c'est des choses, moi, qui m'ont énormément appris parce que c'est des claques que j'ai pris, mais qui étaient super puissantes. Et donc, c'est pour ça que, ben, en fait, le mythe de j'ai mes potes d'école qui sortent et on monte le truc ensemble, Oui. il peut exister, mais il est très rare. Et donc, ça met du temps d'onboarder des gens. Et il y a des choses parfois improbables. Donc, je vous ai dit que là, on a quatre associés. Le quatrième associé, c'est un petit peu arrivé de nulle part. C'est-à-dire qu'en gros, il gérait notre Discord et il a tellement kiffé le projet qu'il a dit, viens les gars, je vais rentrer parce qu'en fait, il y a un truc à faire. Et on sait que demain, on va voir ce fonds parce que, entre-temps, en fait, les quatre associés ont été officiellement intégrés au capital depuis, enfin, les papiers commencent à être signés maintenant et genre, ça fait un mois Ouais. qu'ils sont que des premiers rentrent, quoi. Donc, on sait par exemple que demain, on va revoir ce fonds, on n'aura pas du tout la même discussion parce que on a le CTO, on a, enfin voilà, on a le cofondeur qui a l'expérience et demain, si on lève en seed, il y a une condition qu'on a fait ensemble pour qu'il rentre en plus de temps. Et on a un CMO. Enfin, je veux dire, là, il n'y a plus de sujet sur l'équipe d'exé, quoi. Et Ouais. donc, Et mais c'est hyper effectivement, je important. te rejoins, quoi. C'est À hyper 100%. important du coup qu'ils soient intégrés au capital. Pas simplement Exactement. de je connais cette personne-là, elle est là. En fait, il faut les intégrer. Alors, il y a plusieurs manières d'intégrer des personnes dans un capital. Soit elles investissent, soit on cède des parts, C'est soit on ça. fait des BSA, qu'on appelle ça, donc des bons de souscription d'actions, Ouais. qui sont une manière d'intéresser des advisors, comme on les appelle, justement au capital. Et ça, c'est ultra important. C'est un truc généralement qu'on observe. Par exemple, le BSA Advisor sur site légal, c'est un des produits qu'on fait. C'est généralement utilisé en amont d'une levée de fonds, justement pour intégrer les personnes de capital, parce que quand elles vont aller voir des VC ou des BA, elles vont dire, bon bah voilà, voici les personnes qui sont au capital aujourd'hui, ces personnes-là ont ces compétences-là, elles sont intégrées au capital, donc elles vont pouvoir faire partie de l'équipe. Tout à fait, Mais ouais. ok, très clair là-dessus. Donc ça, c'est la partie pitch deck, qui est bien sûr ultra importante.
ça pose en fait, et ça demande un esprit de synthèse hyper important et surtout de se poser la question de OK, c'est quoi mon business vraiment? Comment je vais le C'est présenter? ça. Et c'est un super exercice finalement pour tous les entrepreneurs parce que tu te poses des questions de OK, mais je suis en train de raconter n'importe quoi. Si tu as 25 slides, ça va pas le faire. Enfin, Exactement. faut essayer de schématiser le truc et de rendre le truc un peu sexy. Pas non plus, je vais lever des milliards parce que du coup mon business il ressemble à celui-ci. Voilà, faut essayer de le rendre sexy et pour pouvoir convaincre des investisseurs. C'est Ça, c'est ça. la première étape. Deuxième étape, je dirais, c'est OK, comment je m'organise maintenant? J'ai mon pitch deck. Euh, qui je vais contacter? Mm. Comment tu arrives à trouver ces personnes-là? C'est quoi les profils que tu as cherchés? Comment tu les as contactés? Et c'est quoi l'organisation aussi? Est-ce que c'est comme du sales? Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est comme du sales. C'est-à-dire qu'il faut avoir un CRM, pas un CRM, mais il faut noter les personnes à qui tu veux contacter, les adresses mail, chercher les numéros, les appeler, etc., etc. Bref, comment tu t'es organisé justement à partir de ce moment-là? Alors, la première approche, moi, ça a été très simple. J'ai pris mon téléphone, mais vraiment, j'ai regardé tous les gens que je connaissais. J'ai dit, OK, lui, est-ce qu'il a… Et donc, en fait, déjà, bah, en fait, c'était l'entourage proche, clairement. Donc, Ouais, ça a été le premier truc. Donc, j'ai fait une liste exhaustive. Donc, comme tu as dit, en fait, hein, c'était clairement un truc de sales, hein. J'ai fait un Excel, j'ai rentré les infos. J'ai dit, OK, je l'ai contacté, quand je l'ai contacté, etc. Quand est-ce qu'on se voit? Enfin, tout ça, évidemment, ça, c'est très vite, ça arrive. Euh, j'ai aussi, surtout, ce qui est important, c'est que j'ai pas juste regardé des gens dans mon répertoire parce que bon, ben, tu ne trouves pas 60 000 euros avec des gens de ton répertoire, sauf si évidemment tu as un super réseau de base, ce qui ouais, est honnêtement, malgré tout ce qu'on peut dire, extrêmement rare. complètement. Euh, Ce qui se passe souvent, c'est des gens qui connaissent des gens. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter. Parfois, moi, j'ai présenté mon projet en pensant qu'une personne allait investir. Et en fait, cette personne-là m'a introduit une autre personne qui, elle, a effectivement investi. OK. Donc en fait, c'est beaucoup, honnêtement, il y a beaucoup de débrouille à mort, mais vraiment. Et des fois, tu es là, tu te dis, putain, pourquoi je pitch mon projet? Au début, en fait, tu n'es pas aussi clair sur la cible parce qu'en fait, tu n'as pas ce luxe. C'est-à-dire que tu te dis, bah, ça va, j'ai pas 5000 personnes en contact et je ne peux pas filtrer comme ça. Ouais. Donc, au début, tu es plus en mode, bon, qui c'est qui a a priori l'argent et qui peut-être, ça vaut le coup peut-être d'en parler. Et moi, j'ai vraiment pitché à tout type de profil, des gens qui avaient des entreprises traditionnelles, des gens qui étaient des gros start-upers, des gens qui étaient des C-execs dans des grosses startups. Enfin, et en fait, voilà, petit à petit, ça se fait. Il y en a plein qui te mettent non. Le pire, moi, le pire truc, bah, d'ailleurs, j'ai fait un post aussi bah, là-dessus, parce que ça m'agace, je trouve que c'est le pire truc. Le pire, c'est les gars qui te disent oui, je vais le faire. Tu leur envoies le contrat et en fait, ils ne signent pas. Et ça, il n'y a rien de pire parce que, en fait, tu te dis c'est bon, c'est OK, et en fait, pas du tout. Et donc, il y a vraiment, malgré tout ce qu'on peut dire, mine de rien, ce travail-là, donc comme tu dis, c'est du sales et même ça s'approche beaucoup du sales B2B. C'est-à-dire qu'on Ouais. dit souvent quand c'est ce B2B, tu ne vends pas une fois. En fait, il faut vendre, il faut que tu rappelles 5 fois ton prospect pour que le mec il convertisse. Et en réalité, moi, c'est beaucoup ce qui s'est passé pour la majorité, pas énormément, mais peut-être la moitié des investissements qu'on a reçus, où c'était plus fatigant parce que ça prend du temps. Moi, il y a par exemple un investisseur que j'ai vu 5 fois avant qu'il investisse. Et je l'ai vu OK. 5 fois une après-midi entière, quoi. Donc, c'est pas un investissement moindre, quoi. Et comment tu t'es senti, parce que j'ose imaginer, alors moi j'ai monté une boîte, mais j'ai pas levé des fonds, mais j'ose imaginer que ça doit être un peu bizarre de dire: «Hello, j'aimerais bien 10 000 € dans mon entreprise». Est-ce que tu te sens pas un peu mal à l'aise de rentrer en contact avec ces personnes-là et de leur dire, surtout si tu dois les relancer, Alors, «Donne-moi tes 10 000 €», tu vois? Comment tu arrives à ouais, transférer je un peu comprends très cette… bien, ouais. En fait, avant de dire déjà, en fait, ça c'est aussi. En fait, je ne dis pas le montant de suite, ce dont on a besoin. En Ouais, gros, ça dépend. Il y a des gens, par exemple, à qui j'ai envoyé, je disais, ben voilà, le filtre, c'est des tickets de 10 000 € minimum. Et donc, en fait, mine de rien, ben là, pour le coup, c'est personnel. C'est que le but, c'est plus facile à gérer 20 investisseurs à 10 que 200 investisseurs à 1000, quoi. Genre, ça, c'est ouais, logique parce que demain, si tu gères 200 et qu'en plus tu rentres avec des VC, ben là, tu passes ta vie au téléphone à rassurer l'un et l'autre. Et ça, c'est un ouais, vrai sujet, quoi. ouais, Donc, complètement. moi, j'avais des conditions que j'avais établies. J'avais dit, voilà, moi, par exemple, tu peux mettre 5. Par contre, si tu mets 5, en fait, il faut que vous soyez plusieurs. Donc, il faut Ouais, forcément que ça développe les 10, que ça atteigne au moins 10. Et si vous êtes à plus de 10, ben, en fait, je veux un seul interlocuteur, c'est la règle. Je veux pas qu'ils m'appellent tous. Il y en a un, OK. c'est toi. Et donc, je fais porter la responsabilité sur ça. Et ensuite, sur la présentation, ouais, demander des sous, etc. En fait, d'abord, je suis plus dans une approche, je vous présente le projet, je veux avoir un feedback. Évidemment, je recherche des investisseurs, mais d'abord, je veux avoir votre retour. Et c'est lors de la conversation, à la fin du pitch, je dis voilà, bon, maintenant vous avez vu le projet, c'est un projet ambitieux qui nécessite des ressources, vous en doutez, et c'est pas genre Mmh. 500 euros.
Tu vois, mais je le dis clairement, explicitement, hein. Je dis, voilà, nous, Ouais. on a besoin des tickets, c'est des tickets de 10 000 euros minimum pour parvenir au moins à atteindre un premier stade qui va faire que derrière, on peut aller chercher plus loin, on peut Ok. développer un meilleur produit, etc. Donc, tu vois, c'était l'approche que j'avais. Donc c'est important de s'organiser aussi là-dessus. Ouais. Ça, c'est un sujet majeur. À chaque fois, on vient me voir en me disant j'ai besoin de rassembler 300 investisseurs. Bon, je caricature, hein, mais dans un Bien sûr. SPV, parce que du coup, il y a trop de monde et les VC vont pas vouloir rentrer plus tard, etc. Faut savoir organiser aussi, savoir, c'est un peu de la résilience, faut savoir dire non. Tant pis, bah, vous voulez pas, tant pis, c'est pas grave. Ça fait Ah bah 5 fois oui, que je vous contacte. Vous me dites oui, mais vous investissez jamais, donc je considère que c'est du non. Il faut savoir aussi être un peu carré, quoi. Il faut se dire que c'est sa boîte et il faut y aller, quoi. Faut c'est s'organiser ça. là-dessus. Et C'est alors là, ça. j'ai petite dernière question. J'en ai deux, mais bon, après, on va prendre trop de temps sur cette partie-là. Mais c'est comment tu as déterminé le montant? Tu t'es dit, est-ce que tu as fait du coup un plan de financement? Ah Tu as oui, une bien sûr. Ouais. roadmap très claire? Ça, Bien sûr. c'est une partie Alors, importante. la roadmap, elle a changé 50 000 fois. Ouais, Donc là, c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, enfin, tous ceux qui font une roadmap détaillée, honnêtement, et qui lèvent avec ça, je suis inquiet pour les gens qui ont investi. Mais très franchement, hein. Parce ouais, qu'en fait, je me dis, euh, comment vous pouvez avoir une vision ne serait-ce qu'à 12 mois sur un produit dont vous n'êtes même pas sûr qu'il y a une traction, sur un produit dont vous n'êtes même pas sûr que les fonctionnalités vont convenir aux users? En fait, c'est pas possible. Donc, oui, il faut faire cette roadmap. Mais en réalité, moi, au début, j'avais une roadmap très détaillée. En fait, je l'ai épurée à bloc. En fait, c'est devenu une roadmap où je dis, ben voilà, nous, c'est 1 an, on cherche le product market fit, on trouve 1000 users qui vont être notre fanbase. Et ensuite, la roadmap 2, l'étape 2, c'est on cherche peut-être à basculer sur du Web 3. Et la ok, roadmap 4, on devient un plug and play, quoi. 3, on devient un plug and play. Tu vois, mais j'ai été très large sur la roadmap. Par contre, sur le modèle FI, là, j'ai été super exhaustif parce qu'en fait, j'ai clairement établi la valeur par poste. Il y aura tant de développeurs, tel truc, les features 3D, tel truc sur l'UX UI, tel truc sur le développement que blockchain, le développement full stack. Et donc, j'ai évidemment ventilé des postes avec des charges, etc. Ça, c'est évident. Et donc, j'ai projeté ça. Et ensuite, on a évidemment fait un modèle d'abord de s'il n'y a rien dans la trésor, donc on se retrouve à moins X milliers. Et ouais, ensuite, la ligne du dessous, c'est en gros quand on injecte, à quel moment on injecte dans la temporalité. Et donc, ok, on a fait ça. très clair. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas un modèle fixe. Donc ça, moi, j'insiste énormément sur ce point-là, Mathieu, vraiment, parce que je pense que moi, ça a été entre autres un argument pour convaincre mes investisseurs. C'est que je ne suis pas arrivé en mode tout feu, tout flamme. On va faire un truc qui va tout déchirer. On va faire 100 millions du jour au lendemain parce qu'on est des rockstars. Non, enfin, on se calme. On build un produit. On essaie de faire un truc qui marche. Notre vision, c'est celle-là. Sachez que ça peut changer, mais on va tout faire pour que ça marche. Et donc, l'approche Ok. était celle-là, tu vois. Voilà. Ouais, donc il faut, bah, d'être agile, quoi. Ouais. Une startup, très clair, trop bien. Alors, on passe à cette partie-là qui va intéresser aussi les personnes qui nous écoutent, qui est les discussions avec les investisseurs. Ouais. Euh, donc là, on en a déjà un peu parlé finalement. Tu as commencé déjà en disant que tu avais des investisseurs qui étaient assez proches de toi, Ouais. si je ne me trompe pas. Euh, donc là, la question, c'est comment tu les convaincs. Enfin, est-ce que tu as des anecdotes avec les investisseurs? C'est quoi l'approche? Donc là, tu en as déjà un peu parlé, mais peut-être aller un peu plus dans le détail là-dessus. Qu'est-ce qui marche finalement quand tu parles à un investisseur? Si tu as, un peu des inputs là-dessus de manière globale, c'est à partir du moment où tu rentres vraiment en discussion, la première étape, je pense, c'est de présenter le projet, ça on l'a compris. Ouais. Et Ouais. après, c'est quoi les étapes de bah, je l'appelle, je vais boire un verre avec lui? Est-ce que tu as des anecdotes un peu là-dessus sur comment ça s'organise? Alors moi, très simple, souvent c'était, enfin, j'avais, alors pour la petite info, hein, mon entourage proche, finalement, je crois que dans mon entourage proche, personne n'a investi dans l'entourage proche. Ok, Ça, c'est une bonne info. C'est souvent mes relations proches qui m'ont amené des investisseurs. Même tout, ok, je crois que c'est même tout le temps ça. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, la relation, c'était plus est-ce que bah écoute, j'ai un projet, est-ce que j'ai envoyé un texto, hein. J'avais le numéro, je me débrouillais pour avoir le numéro, je dis oui, salut, moi c'est Aurélien, j'ai eu ton numéro par un tel. Je développe un projet crypto, je sais que je crois savoir que potentiellement tu investis dans des boîtes, est-ce que ça t'intéresse que je t'en parle et on se boit un café, tu viens à mon bureau ou on se voit où tu veux, quoi, ou en ok, visio, ou voilà. En gros, c'était clairement ça. Et donc après discussion, ce qui convainquait les investisseurs souvent, alors souvent d'ailleurs, il y a 90% d'informels et le 10% c'est le cœur du sujet, hein. Genre informel, ça, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi que t'aimes, enfin, il y a des trucs vraiment qui n'ont. C'est vraiment out of the blue, enfin, ça n'a rien à voir ouais. avec le sujet majeur, quoi. Mais C'est là ça où on fait parle de partie. fit. C'est du fit avec la personne, quoi, Ouais, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est
Mais c'est important parce que du coup, ça crée la relation humaine. Et je pense que déjà, il y a ce truc-là. C'est-à-dire, ce qui convient à l'investisseur aussi, c'est de voir que, pas entre guillemets, tu es quelqu'un de normal, mais tu n'es pas juste là pour ses sous. En fait, si tu parles au bout de 5 minutes, tu étais là, tu dis, bon, écoute, il me faut 10 000 euros, ben, c'est mort, il ne va rien se passer en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est beaucoup de l'échange humain. Ok. Et je pense, moi, alors très franchement, hein, et c'est vraiment un truc de. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un truc émotionnel fort. C'est quand, en fait, j'ai eu mon premier ticket de 10 000. Ok. Genre, limite, quand le mec il m'a envoyé le message, il m'a dit, j'ai investi 10 000, je te promets, j'avais limite les larmes aux yeux. Je dis, putain, genre, quelqu'un y croit. Il met 10 000 euros, il croit en moi, en fait. Et ça a vraiment créé un truc où je me suis dit, réussir, je leur dois ça, quoi. Genre, parce que le mec, il croit en moi, tu vois. Et ça a Ouais. été. Alors, ça, c'est un peu une side histoire, mais qui est super intéressante parce que on se rend pas compte la satisfaction et le bonheur qu'on a quand quelqu'un, en fait, on a parlé des heures avec lui, ou même parfois pas beaucoup, et il nous dit, écoute, je crois en toi, go. Et là, c'est dingue. Parce qu'on se dit, putain, le mec, il met Ouais. des sous sur moi, quoi. Et en fait, à ce stade-là, au Précide, la mise, elle est, alors tu dis l'équipe, mais souvent, elle est même juste sur le fondeur, quoi. C'est genre, ben, en fait, on mise sur toi, en fait. Ton produit, on ne sait pas trop, mais toi, on mise sur toi. Ouais. Tu vois, il y a plus ce truc humain que moi, je ressens. Et ce qui a convaincu moi, les investisseurs souvent, c'est le truc. Moi, je leur ai dit clairement, je leur ai dit, mais moi, je suis là pour réussir, je suis pas là pour faire, je suis pas là pour faire juste un produit qui sera fun. En fait, il sera Ouais. fun, on va s'éclater, mais c'est un truc qui va marcher et je vais tout donner pour que ça marche. Donc Ok. après, avec toutes les précautions que je t'ai données, du style, ben, c'est pas sûr à 100%, mais on fera tout. Donc en fait, je pense que le fait que la détermination aussi soit présente, et après, voilà, il faut être aligné avec son discours. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, très cash. Donc, en fait, je le dis, un truc qui me fait chier, ben, je le dis. Voilà, enfin, je suis très. Donc, je pense que il y a aussi un match humain. Avant tout, c'est un match humain et c'est pas du bullshit parce que beaucoup vont dire oui, humain, nanana. Ben, en fait, Ouais. si, c'est humain. Il y a des mecs qui ont investi, ils comprennent que dalle à ce que je fais. Ils ont dit, bah, ok, go, parce qu'on croit en toi, on sait que toi, tu vas assurer, quoi. Tu vois? Trop bien. Ouais, donc c'est le mot d'ordre, c'est ça reste de l'humain, ça reste des humains qui investissent, ça reste leur argent en plus. Bah Ça, oui, j'ai tendance à dire ça généralement, c'est des personnes qui viennent me voir qui me disent ouais, je recherche 200 000, faut me présenter des investisseurs, j'ai pas de produit, j'ai pas de roadmap, j'ai rien. Je regarde, je lui dis mais tu te rends compte, enfin je veux dire, même s'il met 10 000, c'est 10 000 euros de sa poche, enfin, il les a gagnés ah sur bah son oui, front pour les avoir les 10 000. Est-ce qu'il va vraiment les mettre dans un projet qui a zéro vision? Non, faut préparer des trucs quand même. Tu demandes de l'argent à une personne quoi, donc faut le exactement. convaincre. Mais complètement, ça c'est de l'humain, je suis d'accord avec toi. Donc franchement, c'était le seul truc que je voulais qu'on dise là-dessus parce que c'est hyper important, je trouve, en Ok. termes de relationnel avec les investisseurs. Et après, plus sur la partie, parce qu'après on va faire la question-réponse. On parle beaucoup, hein, ça c'est dingue. Mais C'est bien. au début, on se disait est-ce qu'on va réussir à tenir 45 minutes? Je pense qu'on peut tenir 1 heure et demie finalement. Grave. Mais là, c'est plus sur la partie, ok, maintenant tu as des personnes qui te disent je suis prêt à investir, la personne qui t'a dit je suis prêt à mettre 10 000. C'est quoi les étapes d'après? Est-ce que tu parlais de BSR, donc ça Ouais. peut-être pour que tout le monde comprenne très rapidement le BSR, c'est quoi? C'est un investisseur qui va rentrer au capital de son entreprise, mais de manière différée lors d'un événement déclencheur futur qui est généralement une prochaine levée de fonds. Et donc, pourquoi il investit comme ça? Parce qu'il a une décote sur le prix de l'action, c'est un peu la carotte Tout qui à est fait. derrière. Il investit en early stage, donc on le remercie d'avoir investi en early stage, c'est ça. Exactement. C'est un mécanisme qui est très peu utilisé, mais qui est de plus en plus utilisé en France en tout cas, et qui est très utilisé au UK et Bah oui. aux USA. Ça vient de là-bas, bien sûr, comme d'habitude sur la partie finance. Et donc toi, tu as utilisé ce mécanisme-là, tu le connaissais en amont, c'est quoi est-ce que tu avais un peu peur d'utiliser ce truc-là? C'est quoi les étapes un peu là-dessus? Alors, je vais être très franc. J'ai galéré à m'approprier le truc. En fait, je ne savais pas comment faire. J'avais un petit peu entendu parler vite fait des BSAR, mais vraiment Ouais, vite fait. Très franchement, hein, je tapais BSAR, je tombais sur le site légal. ouais, Après, toi, j'ai vu que tu y étais parce qu'on se connaissait. Je dis putain, mais trop cool, Mathieu, il y est. Enfin, voilà. Et donc, après, on a eu notre premier échange. ouais, Et donc, déjà, le premier call qu'on a eu ensemble, ça m'a permis vachement de dégrossir et de bien comprendre. Honnêtement, au départ, c'est pas facile à appréhender comme mécanique. Mais le truc, alors là, vraiment, c'est pas pour vous vendre. Mais en fait, ce qui est hyper cool, c'est que clairement, genre, quand tu gères une boîte et que tu es en train de développer le projet, tu n'as clairement pas le temps de te taper à rédiger toi-même des contrats ou etc. Et genre, le fait que ce soit automatisé, qu'il y ait des petits trucs d'automatisation, même si des gens vont dire c'est que du texte, ouais, mais il faut déjà le formalisme juridique, quoi. C'est ouais. vachement sécurisant et pour soi-même et pour les investisseurs, clairement. Donc moi, voilà, en gros, en fait, si tu veux la levée immédiate, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, ça n'a aucun sens. Je sais pas quel valo à ma boîte. J'avais même pas de produit à l'époque. J'avais même pas de. Ouais. Enfin, j'avais juste des slides, ce qui est déjà bien, mais bon, c'est pas non plus dingo. Et donc, on s'est dit, bon, nous, on fait nous-mêmes un pari. On va fixer une valo future.
Enfin, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. J'ai dit, on va fixer une valeur future qui est basée sur du chiffre d'affaires. Et on dit, voilà, les investisseurs, ils ont une décote de tant de pourcents. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait, en fait. Et l'avantage du BSAR, moi, franchement, parce que moi, j'avais trop peur de la paperasse et tout, je me suis dit, mais à ce stade, c'est pas possible. C'est qu'en Ouais, fait, finalement, c'est OK, il y a peut-être il y a deux feuilles à signer. Le président, il en signe cinq, mais bon, il y a deux feuilles à signer. Je crois que c'est deux contrats, je crois, ouais, qui sont OK, le mec, il veut investir et OK, le mec a bien investi, quoi. Enfin, bref, il a fait le mouvement de c'est titre, ça. il a fait le Globalement, mouvement c'est ça. d'investissement, quoi. Bon, en fait, c'est top. Genre, en fait, c'est un gain de temps énorme. Alors, mine de rien, ça prend du temps. Mais j'ose même pas imaginer le temps que ça prendrait si c'est nous, en tant qu'individus, qui devions le faire. Donc, clairement, Ouais, le gain, il est dingo. Et je veux dire, et en plus, c'est ça, on n'aurait pas pu. Tu vois, typiquement, le fait que je te dise, on a fait 50, maintenant on reprend, on veut 200 jusqu'à la fin d'année. Sur une levée de fonds classique, c'est mort. En fait, c'est pas aussi facile. Il y a tous les packs d'actionnaires, il y a plusieurs investisseurs en même temps. Là, tu peux vraiment séparer, dire, OK, il y a le contrat, tac, 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 tac. Et tu fais évidemment, il faut que les conditions soient les mêmes. Ça, bon, pour moi, c'est l'honnêteté intellectuelle envers les investisseurs. ouais. Mais en fait, ce qui est trop cool, c'est que du jour au lendemain, tu peux avoir un type, bon, OK, moi je mets, et ça y est, ton contrat, tu le signes dans l'heure, quoi. Donc ça, c'est Ça, génial. c'est la grande différence avec la levée de fonds augmentation de capital classique. C'est Ouais, beaucoup plus rapide, comme le nom l'indique, accord d'investissement rapide. Donc, c'est un bon mécanisme, en tout cas en phase d'amorçage. Après, il y a d'autres mécanismes. Donc, bien la sûr. levée de fonds, typiquement, qui entre en ligne de mire quand généralement tu as des plus grosses discussions, des plus gros montants où là, les personnes veulent rentrer au capital. Maintenant, ce qui est compréhensible, Et si attention, mettent. il y a des VC, qui sont OK pour du BSAR, hein. C'est important de le dire, Complètement. hein, parce Bah, que. nous, on bosse pas mal avec Kima Venture, par exemple, qui est assez connu en France. Ils Oui. font du BSR, typiquement. Donc, il y a des VC en phase d'amorçage qui font du BSR, ils sont OK avec ça, ils connaissent le principe. Et il faut le démocratiser parce que je trouve que c'est génial. Finalement, dans une période où tu es obligé d'itérer, d'aller rapide, d'être agile, le BSR, c'est le meilleur mécanisme pour faire Ah ça. oui, c'est ça, c'est sûr. Ça, franchement, encore une fois, c'est pas pour vendre, c'est illégal, mais sans déconner, moi, c'était vraiment le truc trop bien. On arrive, tac, enfin, je veux dire, c'est fluide, quoi. Il y a pas de Ouais, sujet et c'est top, quoi. Franchement, pour ça, c'est top, quoi. trop bien. Alors, il reste 13 minutes. Je vois qu'il n'y a pas de questions, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire qu'on a parlé et qu'on a dit des choses assez claires, logiquement. Moi, Ouais, j'espère que c'est ça. ouais, ou alors ça veut dire que personne n'a rien compris à ce qu'on a dit. C'est ça. Moi, j'ai une question à la limite. Et n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça on y répond là dans les 13 minutes qui suivent. Franchement, on est sans langue de bois, donc posez toutes les questions que vous voulez, on essaiera d'y répondre. La petite question que je vais avoir, c'est quoi ton plus gros challenge? Qu'est-ce qui t'a fait le plus depuis que tu as créé ton entreprise? Là, c'est quoi le truc qui tu t'es dit vraiment c'était le plus gros challenge? Je suis content de l'avoir passé, quoi. Alors, c'est encore récent, mais je pense que monter l'équipe d'exécution, Ouais, mais vraiment, c'était vraiment éreintant, fatigant psychologiquement. C'est dur parce que quand tu es solo fondeur au début, en fait, tu peux pas convaincre un VC ou c'est très rare. Il faut vraiment que tu aies un profil extraordinaire. ouais, Euh, et en fait, c'est pas ça, c'est que tu as aussi le fait de trouver les bonnes personnes parce qu'il n'y a pas que les compétences. En vrai, il faut qu'en termes de valeur, ça matche. Et avant tout, en fait, parce qu'être associé, juste de trouver, dire, voilà, j'ai trouvé un dev, il va être mon CTO, non, en fait, faites surtout pas ça. ouais, Il y a un vrai truc de une relation, il faut qu'il y ait un match à la fois dans le travail, mais aussi un match humain. Euh, et voilà, il faut que ce soit. Et donc, moi, ça a été vraiment long. J'ai été dur. Il y a plein de gens que j'ai pas pris, plein de gens qui étaient là chaud en mode. Mais par exemple, il y en a qui en faisaient trop. Ouais, moi je suis CTO, je vais faire ça, ça, ça. Enfin, tu savais que ouais, genre le mec, ça pue, quoi. Le mec, il te dit ça, tu te dis non, mais il va rien faire du tout, ou il est là pour en faire des quêtes juste pour prendre ses parts, quoi. Et à contrario, tu as des gens, et moi, c'est souvent avec ceux-là que je match, qui disent écoute, moi, je suis dans le projet, tu me donnes ce que tu veux. ouais, Et genre, en fait, moi, j'y crois. Donc, si tu as envie qu'on fasse l'aventure ensemble, go. Et là, tu te dis, OK, là, il se passe un truc. Ce mec-là ou cette fille-là, malheureusement, on n'a pas de fille dans les confondeurs, j'aurais adoré, mais on n'en a pas. En ouais, fait, tu vois, genre, ça match, quoi. Donc, je pense que le plus dur, l'équipe d'exé, mais vraiment, le fait d'être convaincu des investisseurs, tout ça, en fait, ça, c'est de l'entraînement. Il faut s'entraîner à pitcher, se faire challenger par ses potes, sa famille, nanana. Bon, ça, c'est des trucs, c'est que de l'entraînement. Trouver l'équipe d'exé, c'est incertain. Aujourd'hui, je pense que je l'ai, mais peut-être que demain, je vais dire putain, ça a foiré avec un associé. J'espère ouais, pas. Mais il y a un vrai truc. Et donc, sur ça, par exemple, tu vois, moi, j'ai insisté beaucoup pour que les gens qui rentrent au capital, ils ont un vesting.
Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on libère les parts progressivement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc qui était super important pour moi parce que quand vous êtes solo fondeur, dans ma situation, c'est votre bébé le truc, en fait, vous dites, putain, je vais pas filer mes parts comme ça. Donc vous les filez comme ça. Par contre, il y a un ordre de virement, entre guillemets, qui se fait si jamais ça ne matche plus en termes contractuels. Et donc, un Ouais. ordre de mouvement de titre, pardon. Et donc, du coup, on peut récupérer une partie des actions. Donc ça, c'est un truc, moi, qui m'a sécurisé. Et voilà, number one, Et équipe puis, d'exé. ok. Puis c'est hyper important du coup de bien s'encadrer juridiquement, comme tu as dit, parce que là, du coup, il faut mettre des règles. Ouais, Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Aurélien, ok. ça veut dire qu'on n'a pas été assez clair. Il y a une question de Eva qui te demande du coup, est-ce qu'il y a un élément que tu regrettes dans ta levée, quelque chose que tu estimes n'avoir pas très bien géré au départ, une erreur que tu as faite? Ah, super intéressant. Euh, je pense qu'il y a des gens que j'aurais pu convaincre autrement. Oui, Il y a des gens qui n'ont pas investi aujourd'hui, notamment, bon, j'en ai un en tête qui m'a dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir juste des parts de boîte si je ne peux pas contribuer. ok. Et en fait, c'est con parce que ce mec-là, j'aurais juste dû lui dire, bah, en fait, bien sûr, tu peux contribuer si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, on écoute les investisseurs, etc. Et j'avais pas le recul à l'époque parce que je me suis dit, bah non, c'est moi l'exé et déjà le mec me donne de l'argent, c'est déjà beaucoup. Ouais, Donc ça, c'est un truc important aussi. Et en fait, tous mes investisseurs, mais vraiment, il n'y en a pas un qui m'a dit le contraire. Là, les premiers investisseurs que j'ai eus, récemment, on s'est appelé et tout. Et donc, ça répond aussi un petit peu à la question de la Stéphanie qui est question, derrière. ouais. Euh, En fait, moi, j'avais. Donc, ça, c'est vraiment personnel, hein. Je pense que pas tous sont comme ça. Moi, je me suis dit, putain, les mecs, ils m'ont déjà fait confiance, ils ont déjà donné un ticket. Je vais pas en plus les solliciter. Je Ouais, vais pas en plus leur demander des conseils. Déjà, attendez, les gars, vous m'avez donné de l'argent, faut que je le ouais, gère, quoi. Et donc, en fait, j'ai beaucoup, mais vraiment, hein, tous les investisseurs, en fait, ils m'ont dit, Aurélien, nous, on a peur, un, que tu t'enfermes. Deux, pourquoi tu ne nous demandes pas conseil? En fait, si on ne veut pas t'aider, on ne t'aide pas, c'est tout. Mais en fait, ta réussite, c'est aussi la nôtre. Et trois, ben, en fait, il faut que tu te fasses challenger par des gens externes qui ne sont pas ton équipe interne ou les advisors que tu as en tête. En fait, nous, on est là pour ça et aussi pour te mettre en relation. Donc, c'est improbable. Donc, moi, je pensais que les investisseurs, en fait, j'avais pas bien compris le rôle de l'investisseur. Et un bon investisseur, c'est pas celui qui met l'argent et qui dit je me cache, je te fais confiance, bien que c'est très bien et c'est génial. Le meilleur investisseur, c'est celui qui vient et qui te dit ah, tiens, je connais un tel. Ah oui, j'ai vu ton problème sur le produit. En fait, ce qui est hyper dur, et ça, c'est vraiment dur en tant qu'entrepreneur, c'est d'être transparent avec l'investisseur à la fois quand ça va, mais surtout quand ça va pas. Parce que souvent, l'investisseur, on veut lui dire, mais on est géniaux, on est une boîte de malades, ça. ouais. Ben, en fait, non, il faut lui dire, les gars, c'est la merde. Là, il y a un problème, là. On ne sait pas comment faire. Si vous avez une idée, vous y allez. Sinon, vous inquiétez pas, on va tout faire pour trouver la solution. Mais l'approche, c'est pas la même. Et donc, voilà, l'erreur, je dirais, ben, il y a certains investisseurs, certains prospects investisseurs qui auraient pu investir si je leur avais dit, les gars, votre pierre à l'édifice, elle est bienvenue, elle est bienvenue. Une erreur que j'ai faite, euh, ouais, non, voilà, en gros, c'est ça. Je pense que c'est Tu n'es le pas truc. assez communiqué avec les investisseurs sur les points positifs, mais négatifs aussi qui se C'est passent. ça. Et du coup, donc récemment, on a pris une décision. Moi, j'ai pris une décision, c'est que je rédige maintenant. Alors, on utilise l'outil Notion, qui est très communément utilisé évidemment dans le monde des startups, Ouais, etc., et qui est super pratique pour ça. On rédige depuis peu. Alors, j'avoue, j'ai commencé là en août, donc c'est assez récent. Et on ne sait pas encore si on va faire mensuel ou bimensuel le format. En tout cas, on va le faire, ce qui avant n'existait pas. On est en train de rédiger en fait une revue régulière de toutes les situations de la startup sur le produit, le financement, l'équipe. Euh, je crois qu'il y a les documents partageables et les autres infos majeures. ok. Voilà, et en gros, on me dit par Mais exemple, il y tiens a d'autres informé, quoi. infos. Voilà, exactement. Et en gros, on est un truc, le Notion, il est partagé, les gens peuvent commenter, poser leurs questions. Trop Et bien. en fait, ça, c'est une base en fait énorme parce que s'ils ne le consultent pas, c'est leurs affaires. Par contre, on est hyper transparent et en tant qu'entrepreneur, ça c'est aussi intéressant. Après, j'aurais fini mon laïus, Mathieu. C'est en gros, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que ça te force à faire un step back sur l'ensemble du projet. Ce que tu Ouais, fais pas du carrément. tout quand tu es en mode les gars, il faut sortir la feature. Hein, voilà, donc, voilà. En gros, c'est ça. Non, mais ok, très bien. Donc ça revient un peu au sujet du coup, enfin, à la question de Stéphanie, c'est que ça va être du weekly, enfin du monthly ou du bi-monthly du coup. C'est ça. Mais par exemple, est-ce que des fois tu as un investisseur où tu le contactes fréquemment, une fois par semaine, ou alors lui il t'appelle ou ce genre de choses, ou alors non, quand même, ça reste quand même, il a investi très bien, Non, mais alors longtemps. souvent quand il m'appelle, non, il m'appelle pas déjà. Il m'envoie un texto et c'est jamais pour me dire bon, t'en es où, quand est-ce qu'on fait des sous, clairement. Et donc ça, Ouais, c'est intéressant parce que ça montre que pour le moment, j'ai pas trop mal choisi mes investisseurs.
Ce qui est intéressant souvent, c'est plus alors comment tu te sens ou alors où ça en est. Et typiquement, attention, hein, les investisseurs, les premiers, moi je te disais, voilà, je veux pas 50 tickets pour pas en avoir 50 au téléphone. Par contre, ben, là, j'ai une conversation il y a 2 semaines avec un investisseur qui était le deuxième. Lui, on s'est vu, on a bu un café, on a échangé 1 heure et demie, il m'a fait des reviews sur le produit, enfin, c'était hyper constructif. Et donc, en fait, c'est même plus que de la ressource gratuite, c'est que les gens te donnent de l'argent. Alors certes, c'est pas inintéressé parce qu'ils veulent leur retour, mais en fait, en Mhm. plus, ils donnent leur conseil qui vaut probablement très cher s'ils devaient les vendre à une Ouais, boîte, quoi. Donc, ouais, tu prends, quoi. Tu vois? clairement, clairement. Voilà. Trop bien, trop bien. J'espère que du coup, Stéphanie et Eva, on a répondu à vos questions. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou alors on va pouvoir clôturer peut-être, parce que ça fait 55 minutes qu'on discute, ce petit webinar. J'attends juste quelques secondes au cas où il y ait une nouvelle question. Et je crois que c'est plutôt bon. Aurélien, merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si tu vas rajouter peut-être un mot pour toutes les personnes qui sont en train de créer leur entreprise et qui se posent la question est-ce que oui ou non je vais lever des fonds, une petite phrase qui résume tout ce qu'on a dit. Je te laisse la parole en tout cas pour finaliser ça et après je clôturerai tout ça. Ça va, j'ai pas de pression. Alors attends, je dirais quoi? Euh, En fait, je pense que le plus important, c'est de trouver la mécanique de développement qui vous correspond à vous en tant que fondateur ou cofondateur. Il n'y a pas de règle. La règle, par définition, c'est les entrepreneurs qui l'édictent dans la société. Et donc, c'est la même chose pour votre société, en fait. C'est vos règles, vos choix. Et en fait, une fois que vous les prenez, vous les assumez avec les avantages et inconvénients que vous pouvez éventuellement évaluer, quoi. Voilà. Ok, très clair. Bah, c'est des bons conseils. Merci Aurélien, merci à tous d'avoir participé. On retrouvera bien sûr ce petit webinaire si vous voulez revoir des parties sur YouTube. Et puis bah, bon courage à tous pour la création de votre entreprise. Et puis voilà, merci Aurélien en tout cas. Merci à toi, Mathieu. C'était top, en tout cas. Et puis, au plaisir. Yes, au plaisir. Ça Salut! va. Ciao!